Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Google montre ses muscles, ou plutôt ses cerveaux, à l'occasion de sa conférence des développeurs. Le moteur de recherche mis à fond sur l'intelligence artificielle pour la prochaine version d'Android, pour son nouvel assistant pour mobile Google Assistant ou encore pour la maison avec Home. Alors Apple peut-elle répliquer lors de la WWDC? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à 42 dans le studio de l'école 42 qui forme les futurs talents de la tech. Vous en avez l'habitude maintenant, l'école 42 nous accueille chaque semaine. Je vous invite à vous abonner sur nos chaînes préférées sur Dailymotion mais également sur YouTube. Et puis vous nous retrouvez également sur iTunes en une version HD et une version audio si vous aimez écouter l'émission sur l'autoradio ou en faisant du jogging le dimanche matin. Et puis n'oubliez pas de télécharger l'application pour iOS, pour iPhone et pour iPad et également pour Apple TV pour regarder On refait le Mac chaque semaine dès le vendredi soir 17h sur l'écran du salon. C'est quand même beaucoup plus confortable. Avec moi cette semaine pour commenter les annonces de Google I.O. et comparer les forces avec celles d'Apple, un vieux briscard de la tech, Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Vieux, bah oui. Vieux mais c'est affectueux. Ah bon, alors si c'est affectueux, ça va, donc vieux. Tu fais quoi en ce moment Thierry? Beaucoup de consulting. Ouais, Voilà. tu vois, oui, il faut faire de consultant, il faut avoir de la bouteille quand même un petit peu. Ah bah ça pour la bouteille, j'ai ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on a mis les décors assez hauts pour cacher nos petits bidochons. Mais passons. En duplex depuis la rédaction de Mac Forever, partenaire média de cette émission, il s'agit bien sûr de Didier Poulicani. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien et toi? Bah, ça roule. Alors, tu vois, aujourd'hui, comme on parle d'Android, j'ai ressorti mon application Ça vient de Mac s'éteindre. Forever pour Android. Tu as un Voilà. téléphone Android? Voilà. On a des téléphones Android parce qu'on développe donc sur Android depuis quelques temps. Et d'ailleurs, je te raconte une petite anecdote vite fait. Ouais. On a donc sorti cette application sur Google Play sans aucun problème. Mais l'inverse, alors je ne sais pas si Ulrich a déjà essayé de sortir for Android pour iOS, mais en principe, Apple retoque énormément les applis sur l'App Store. Et nous, on a même dû supprimer le forum Android de notre application Mac Forever, c'est dire jusqu'où ils vont, pour se faire accepter. Alors, puisque tu l'as présenté, je vais quand même le faire derrière toi. Et pour commenter les annonces de Google cette semaine, un spécialiste averti d'Android et de l'univers Alphabet, Ulrich Rosier, éditeur de Frandroid et de Numérama. Bonjour Ulrich. Bonjour Olivier, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, c'est un plaisir de te recevoir. Tu confirmes? Tu as essayé de lancer une application iOS Frandroid? Ouais, on a essayé parce qu'on a une application humanoïde qui reprend, qu'on maintient peu à jour, donc la téléchargez pas. Elle fonctionne, mais ça sert à rien d'avoir une expérience utilisateur comme ça. Mais on a eu des difficultés Comment parce c'est que possible? effectivement, le terme Android est complètement banni et ça va très très loin. Et on n'est pas les seuls, hein. Tout le monde est obligé de se plier à ça. Alors nous, c'est plus problématique parce qu'on a un site spécialisé sur Android, donc impossible d'avoir une application Frandroid. Mais on peut arriver indirectement sous la marque humanoïde ou sous d'autres marques à parler un peu d'Android. Voilà, il faut essayer de contourner les limitations. On va en parler d'ailleurs des limitations et des attentes. Pas mal de développeurs attendent des évolutions de l'App Store. En fin d'émission, on essaiera de faire le point. Comment et qu'est-ce qu'attendent aussi bien les fans comme vous qui nous regardez, ou les utilisateurs, ou les développeurs de la prochaine WWDC qui aura lieu début juin à San Francisco. N'hésitez pas d'ailleurs à venir suivre la conférence avec nous, puisque nous serons en direct depuis le grand amphithéâtre de l'école 42 à Paris. Si vous voulez assister à l'émission, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un mail à contact@onrefaitlemacom. Contact@onrefaitlemacom, c'est gratuit. Attention, les places sont limitées, donc les premiers seront servis. On va commencer l'émission par la rubrique habituelle chaque semaine, à savoir le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 2 comme 2 milliards qui correspond au nombre de terminaux actifs sous Android dans le monde. C'est le chiffre qui a été révélé lors de la conférence de développeurs de Google, Google I.O. On attend la réponse d'Apple lors de la WWDC. On peut dire que Android continue, comme chaque année, le rythme de progresser très fortement, notamment en Chine. Effectivement, notamment en Chine. Et moi, le chiffre qui m'avait plus impressionné, c'est qu'il y avait plus d'appareils activés sous Android en Inde qu'aux États-Unis. Il n'est pas étonnant ce chiffre parce que l'Inde est un marché énorme.
qui est en développement, mais il n'est pas étonnant non plus parce que les États-Unis sont très, très Apple, beaucoup plus que beaucoup d'autres pays. Oui, on va en parler dans un instant, mais on va parler un instant d'Apple et quels sont les marchés où ils se portent un petit peu mieux. Mais c'est vrai que la Chine est vraiment le pays où il progresse de manière assez importante. Il passe de 77 à 87,2% de part de marché, presque 10 points de plus pour Android. C'est l'inverse chez Apple, Didier, et c'est là qu'Apple a elle a plus le réservoir de voix, c'est d'actualité, mais plus le réservoir de croissance qu'il avait auparavant, qui lui permettrait de battre des records chaque année. C'est ce qui manque aujourd'hui à Apple, de performer en Chine. Oui, et je pense qu'il lui manque aussi vraiment une gamme, une entrée de gamme et milieu de gamme qui soit cohérent aujourd'hui pour percer sur ces marchés-là, sur lesquels peut-être qu'ils sont arrivés à saturation sur le haut de gamme finalement. Parce qu'en Chine, la Chine, ça fonctionne quand même bien pour pas mal de marques, y compris dans le luxe, etc. Donc, je pense qu'ils ont quand même de la croissance à avoir en Chine, mais effectivement, peut-être leur positionnement aujourd'hui est pas très bon. Et ils ont ce problème en Inde aussi. En Inde, ils proposent un iPhone SE, mais à des prix qui sont, c'est pratiquement le salaire mensuel de chaque habitant. Donc. Oui, et surtout quand Thierry, en Chine, il y a énormément en plus aujourd'hui de constructeurs qui proposent leur propre marque et qui aujourd'hui ont trusté les 3 premières places du marché quasiment entre Huawei et j'oublie les autres. Qui sont effectivement très très agressifs. Mais Apple a surtout pas intérêt à venir jouer dans la cour de l'entrée de gamme. De l'entrée de gamme. Et c'est le marché, c'est ce dont on va parler, c'est le marché de Google. Hein. Ouais. Très clairement aujourd'hui. Ouais. Parce que tu disais tout à l'heure 2 milliards, leur objectif c'est le 3e milliard. Voilà. Et ça c'est tout l'enjeu. Ouais, ça peut arriver très vite. Il y a quand même un pays où Apple surperforme, Didier, c'est le Japon avec iOS. C'est l'un des rares, ou si ce n'est le seul pays au monde où il y a la plus forte progression. Et je crois qu'il devance même Android. C'est suffisamment rare pour être souligné, Didier. Comme quoi, c'est possible. Ulrich, il y a quelques marchés comme ça, même les États-Unis, ils sont quasiment à 50-50. Ouais. Et c'est assez inexplicable. Pourquoi est-ce que... Alors, bon, il y a une question de niveau de vie, effectivement, d'avoir les moyens de s'acheter un iPhone. Mais je pense qu'il y a aussi une recherche de qualité, peut-être une réputation aussi derrière. Mais en France, c'est quand même assez élevé. Tu regardes, il y a quand même des très grosses disparités, par exemple, entre la France, l'Espagne, même l'Allemagne, qui est assez pro-Android aussi, malgré le bon niveau de vie. Donc, c'est vraiment, ce serait intéressant vraiment de savoir quelles sont les causes de ça. Moi, j'ai du mal à voir pourquoi le Japon surperforme. J'ai peut-être quelques réponses, en fait. Eric, vas-y, je t'en prie. En fait, tu es là pour ça. Tout à l'heure, je n'ai pas évoqué le marché de la Chine. Désolé, je suis passé à côté de ta question. Mais ce marché de la Chine est super intéressant parce qu'il est très segmenté. Google n'est pas présent directement en Chine, en fait. C'est bien sûr des versions Android qui sont disponibles, mais il en existe, je crois, une quinzaine de versions minimum. Chaque opérateur a sa propre version d'Android avec son propre écosystème, son propre App Store, etc. Et je pense que ce qui fait aujourd'hui la force d'Android en Chine, cette multitude de solutions disponibles. Et on sait que c'est un marché qui est très tourné vers lui-même. Et donc, ils ont des solutions adaptées pour les Chinois. Et pour le marché japonais, c'est très différent. C'est un marché qui a... Il y était il n'y a pas très longtemps, je crois, en plus. J'ai passé mes vacances là-bas et c'est super marrant à chaque fois d'aller se balader dans les magasins tech dans les pays asiatiques. C'est très impressionnant. Il y a des centaines de références de produits qui n'existent même pas en Europe. Et le marché japonais est très différent des autres marchés dans le sens où c'est un marché un peu comme la Chine qui produisait, il y a encore 5 ans, la plupart des produits vendus au Japon. Donc on retrouvait énormément de marques qui sont par exemple les plus connues comme Panasonic, etc. De marques qui produisaient et commercialisaient leur appareil directement au Japon, je veux dire. Et on avait très peu d'appareils de marques étrangères. Et Apple, avec l'iPhone, a été le premier appareil qui a connu ce succès qui n'était pas une marque japonaise. Oui, il y avait l'excellent téléphone de chez Sharp, souviens-toi, qui avait quasiment pas de bord comme les nouvelles générations, les écrans sans bordure comme les dernières générations d'Android, et qu'on espère qu'Apple va suivre le mouvement. Dernière question. Arcos, ouais. Dernière question que j'avais à vous poser concernant Android et la Chine, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme, on assiste à une volonté d'indépendance qui est bien normale des constructeurs chinois, qui ne sont plus uniquement l'usine du monde, mais produisent leur propre marque. Est-ce qu'à terme, un Huawei, un Xiaomi par exemple,
n'aurait pas intérêt à développer son propre système, sachant qu'on peut partir d'une base qui est libre, qui est celle d'Android. Thierry, Ulrich? C'est pas... Enfin, ça semble très, très, très difficile. C'est plus une question d'OS. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on fait avec le traitement des données. Donc, et du traitement temps réel. Donc, en gros, ce qu'on est en train de se poser comme question, est-ce que quelqu'un va être demain en position d'être aussi fort que Google sur l'ensemble des technologies qu'ils ont encore remis à jour? Ça, c'est une sacrée question. Donc, aujourd'hui, on n'a pas vu un éditeur de logiciels capable de gérer autant de données. Il y a des gros aujourd'hui dans l'e-commerce en Chine, mais directement dans le traitement de données, on le voit bien, c'est aujourd'hui quelques rares acteurs, ils sont 5 ou 6. En Chine, il y a des acteurs dans l'intelligence artificielle, ça c'est clair, mais pas à ce niveau-là en tout cas. Ouais. Et rattraper son retard, c'est quand même beaucoup plus compliqué que dans le hardware. Notamment au niveau de l'intelligence artificielle, même si la Chine a des moyens quasi limités. Peut-être une brève réaction pour conclure sur ce sujet, peut-être Ulrich. Oui, effectivement, aujourd'hui, ce qui paraît le plus logique, comme je l'ai dit pour le marché chinois, c'est de développer ce qu'on appelle un fork d'Android. C'est-à-dire qu'on base, on prend ce qui est open source chez Android, c'est-à-dire 90% du code aujourd'hui, de moins en moins, mais c'est une grosse majorité du code, et on va ensuite développer des spécifications sur ce code, etc. En tout cas, le différencier de ce que Google fait. Aujourd'hui, tous les OS qui sont vendus en Chine d'Android sont des forks d'Android. Et c'est le cas aussi d'Amazon en Europe et aux États-Unis sur les produits Fire, les tablettes et le smartphone qui n'existe plus, qui était en fait un fork d'Android. Donc, ça me paraît beaucoup plus logique parce qu'effectivement, la problématique, c'est pas lancer un OS, la problématique, c'est lancer un écosystème. Et aujourd'hui, quand on voit la puissance d'Android, pouvoir, par exemple, désolé de répondre brièvement, mais c'était très compliqué, par exemple, on va pouvoir en parler après des nouveautés de la Google I.O. Je veux dire, le choix de Google de baser le développement des applications sur le moteur virtuel Java, c'était un choix stratégique, c'est-à-dire qu'il y avait des ressources de personnes qui étaient déjà prêts à développer en Java. C'est pour ça que Google a choisi cette solution. Et aujourd'hui, s'ils ont fait des annonces dont on parlera comme le Kotlin, etc., c'est parce que ça se développe. Et là, je parle que du développement, mais après, je parle de l'IoT, l'automobile, la télévision, etc. Android est déjà partout. Ça tombe bien, on va en parler ce soir des annonces de Google I.O., la conférence des développeurs de Google, l'intelligence artificielle. Mais on commence d'abord par Android, la nouvelle version Android, Android O. Gros plan sur Android O, le futur concurrent d'iOS 11 qui devrait être présenté d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines à San Francisco par Apple. Alors O, que signifie O concrètement et quelles sont les grandes nouveautés, Ulrich? O, a priori, pour le moment, ça devrait signifier Oreo. Mais encore, c'est pas sûr. Ce sont des gourmands chez Google, hein? Oui, de toute façon, c'est que des pâtisseries et des gâteaux. Mais ils ont joué un petit peu avec la presse, étant donné que dans la salle presse pendant la Google I.O., il y avait des petits Oreo avec une mascotte d'Android posée dessus. Je pense que ça ne sera pas Oreo parce que derrière, il y a du branding, des partenariats marketing. Il y a des chances que ça le fasse, mais moi, j'y crois pas. Mais ils s'amusent bien avec ce nom-là chaque année, le nom de leur version Android. Alors, la bêta publique est déjà disponible. Quelles sont les grandes nouveautés? J'imagine que tu l'as installé, vous l'avez installé à la rédaction de Frandroid. Quelles sont les principales avancées? Ouais, c'est ce qu'on appelle Developer Preview. Il y a la même chose sur iOS, c'est-à-dire que c'est une version qui était dans un premier temps dédiée aux développeurs pour s'approprier des nouveaux API, des nouvelles fonctionnalités. Et là, maintenant, on a une bêta publique pour les produits Nexus et Pixel. Et parmi les nouveautés, il y en a très peu, dans le sens où ça reste un lissage d'Android, peu de grosses modifications. Pas de révolution. Pas de révolution, ça c'est sûr. C'est-à-dire que l'interface va rester du material design assez évolué. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'on en parle. Il ne va pas y avoir de révolution sur l'interface. Moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, et tu vas voir que c'est quand même très peu, il y a un travail autour de la gestion multitâche qui va s'approcher un peu du fonctionnement sur iOS pour pouvoir gérer les tâches de fond et, in fine, améliorer l'autonomie des appareils. Donc, le système va être capable de mieux canaliser les demandes des applications pour pouvoir utiliser le minimum de ressources afin de répondre à leurs problématiques. Donc, par exemple, lorsqu'un réveil va sonner, il va considérer que c'est une notification importante, il faut la laisser passer.
Par contre, effectivement, il y a des besoins de donner des applications qui sont beaucoup moins importantes. Là, il va essayer de les rassembler et essayer d'y répondre peut-être toutes les 10 minutes, toutes les heures. Par exemple, une localisation pour une application en tâche de fond. Ça, c'est la première nouveauté. C'est un point commun avec iOS, on est bien d'accord, hein, ça. Effectivement, c'est vraiment le point commun avec iOS. Il y a le Picture-in-Picture qui est déjà disponible sur Android TV. Qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'on regarde un contenu vidéo, ça peut être une vidéo sur Netflix ou encore une conférence call comme on est en train de le faire. Et ben on va pouvoir quitter l'application de conférence ou de lecture de vidéo. Et la vidéo va pouvoir continuer à regarder cette vidéo. Elle apparaîtra dans une petite fenêtre déplaçable sur l'écran. Ce qui est super pratique sur les grands écrans, ça l'était vraiment sur Android TV, parce qu'on peut aller voir une application et continuer à regarder son programme. Ça l'est aussi sur un écran de 5,5 pouces, 6 pouces. Là, on va pouvoir continuer à regarder sa vidéo ou continuer, par exemple, à discuter avec toi pour l'émission, tout en allant regarder le déroulé de l'émission et les notes qu'on a prises ensemble. Bien sûr, on va essayer de faire l'émission sur Android la prochaine fois. Et le reste sont des petites modifications. Il y a la gestion des notifications qui va changer. On va avoir, par exemple, ce qu'on appelle les badges sur les icônes qui va apparaître, qui existent déjà depuis longtemps sur iOS. On aura des menus quand on appuie sur une icône d'application. On pourra voir les notifications qui apparaissent et quelques fonctions. Donc ça, c'est quand même des choses assez proches d'iOS. Ouais. On a la gestion des polices d'écriture qui va être un peu unifiée pour éviter le problème qu'on a avec les emojis qui, en fonction des versions d'Android et en fonction des téléphones, n'apparaissent pas tout le temps comme il faut. De toute façon, c'est la difficulté d'avoir un choix aussi large de constructeurs et de formats d'écran, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, sans parler des langues. Et puis voilà, plein de petites fonctions comme ça. On a les icônes adaptatives, par exemple, des choses qu'on n'a pas besoin sur iOS, mais comme sur Android, il existe une multitude de thèmes, etc. Il faut que les icônes d'application puissent avoir une forme qui va s'adapter. Ils vont devenir des fois carrées, des fois rondes, et du coup, ils intègrent ça pour que les développeurs puissent faire en sorte que l'icône de leur application soit aussi jolie sur Samsung ou LG. Le PIP, ça nous rappelle quelque chose dans l'univers de l'iPad plutôt, Didier? Oui, c'était assez amusant d'ailleurs de voir que les quelques nouveautés, c'était des choses qui étaient héritées un peu d'iOS. Mais ce qui prouve bien aussi que les systèmes en fait arrivent un peu à maturation, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près tous au même niveau et puis maintenant ils affinent. Et puis en fait le gros du travail là qu'il y avait cette année, c'était vraiment d'arriver à faire des optimisations de fond, donc qui sont pas forcément visibles, comme le disait Ulrich, et puis de combler les manques. Mais il y avait un titre assez amusant sur, je sais plus, c'était The Verge, je crois, qui disait Google maintenant a le droit d'être chiant, vraiment avec ce mot-là. Maintenant ils sont arrivés à maturation et ils ont le droit de faire des keynotes un peu chiantes comme sur iOS. Ouais. On ne peut plus forcément innover comme il y a quelques années et ripolliner de fond en comble un système d'exploitation. Thierry, en plus il y a une base installée qui a acquis des réflexes et on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Oui, puis là je pense que le maître mot c'était la stabilité. Là, effectivement, on l'a évoqué, l'aspect sur la consommation. Donc, les batteries, qui sont quand même assez essentielles. Parce que je ne sais plus, pendant la conférence, à un moment, ils ont dit nouvelle fonctionnalité, c'est sympa, mais bon, si le téléphone te laisse en rade, ça ne sert à pas grand-chose. Et puis, on voit des trucs arriver comme le fameux. Alors, ils ont des tas de noms. Là, ils ont marketé ça. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans une conférence Microsoft parce qu'ils ont parlé du Google Play Protect, c'est-à-dire cette capacité de scanner quasiment rapidement l'ensemble des applications qui sont installées sur le téléphone justement pour faire le ménage par rapport à tout ce qu'il pourrait y avoir de malware et autres. Oui, on sait on en parlait la semaine dernière avec nos camarades lorsqu'on a parlé de WannaCry et l'attaque de WannaCry. On a bien conscience que cette attaque ne concerne que les ordinateurs, mais on ose imaginer ce qu'aurait pu produire une telle attaque au niveau mondial sur des smartphones. Et on sait que sur ce point, a priori, Apple a des arguments que n'a pas encore Google de par sa politique de validation des applications. On est bien d'accord. Ouais, et puis l'aspect sécuritaire est aussi à relier avec l'amélioration de ce qu'ils font en termes d'intelligence artificielle. Eh bien, avec transition, l'intelligence artificielle, c'est l'une des grandes annonces. Et c'est le fonds de commerce de Google, son savoir-faire, et c'est l'objet du prochain chapitre. Google mise toujours plus sur l'intelligence artificielle. C'est le cœur, Thierry, du réacteur de Google et son moteur de recherche, et c'est la dominante de cette conférence. Oui. C'est vraiment l'intelligence artificielle, le savoir-faire de Google. Tout à fait. Alors, ils avaient commencé déjà à faire des annonces l'année dernière, qui étaient sur le fameux TensorFlow. Alors, c'est cette unité de traitement spécialisée
qui est notamment orienté sur l'optimisation de tout ce qui se passe en termes de machine learning. Ouais. Et là, ils ont même fait une présentation d'un truc qui s'appelle le Cloud TPU. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tensor Processing Unit. Ils peuvent en cloquer jusqu'à un nombre indéfini. Tout ça pour revisiter tout ce qui est dans l'arrière-boutique, pour améliorer considérablement maintenant la qualité des traitements, puisqu'on l'avait vu à un moment donné. Ce qui avait été amélioré sur ces dernières années, c'était la vitesse, et maintenant, c'est le traitement. Et une des choses assez marquantes qui a été annoncée, c'est le fait que, par exemple, la reconnaissance d'image aujourd'hui est meilleure avec la machine learning, en tout cas avec leur dispositif de reconnaissance d'intelligence artificielle, qu'avec un être humain. Voilà. Ouais. Donc on voit déjà effectivement leur système être plus... là, il y a encore toujours ce championnat sur le jeu de Go contre les Chinois, contre un joueur chinois en ce moment. Et là, effectivement, on démontre que la reconnaissance et la pertinence de la reconnaissance d'une image et de l'ensemble d'un contexte d'une image, ils ont montré qu'on était capable de reconnaître un enfant, que c'était son anniversaire, qu'il était content. Donc tous ces éléments-là, c'est quelque chose qu'une machine est capable, a priori, de mieux faire qu'un humain. L'enjeu, pour bien comprendre, c'est l'apprentissage artificiel, l'apprentissage automatique. Hein. C'est véritablement, quand tu parlais de deep learning tout à l'heure, c'est ça dont oui, c'est ce qu'ils appellent, c'est surtout la machine learning, c'est-à-dire l'amélioration continue de ce qu'on est capable de reconnaître. On parlait tout à l'heure d'Android, par exemple, une des petites features d'Android, c'est cette capacité, quand on veut faire un copier-coller d'une adresse avec un numéro de téléphone, c'est que le système associe les deux et copie l'ensemble et pas seulement un des éléments. On va voir comment Apple va pouvoir réagir à ça, si elle a parce que c'est pas vraiment sa spécialité, hein, mais comment elle se matérialise concrètement dans les prochaines versions d'Android. Par exemple, quel exemple pourrait donner du côté de Gmail? C'est les réponses intelligentes, Ulrich, cette intelligence artificielle? Les réponses intelligentes, c'est marrant parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il y avait des plugins qui permettaient d'apporter des fonctionnalités comme ça assez avancées de réponses intelligentes, mais Google va encore plus loin parce que, bien entendu, c'est eux qui portent l'écosystème. Et bon, voilà, l'email a un contexte. Et c'est marrant parce que l'email, par exemple, n'a pas évolué depuis peut-être 20 ans. Et il est pareil, assez basique aujourd'hui de devoir mettre un objet, de remplir l'email, d'avoir un destinataire. Je veux dire, c'est des choses qui sont finalement assez archaïques. Donc, c'est intéressant de voir comment l'intelligence artificielle peut essayer de peut-être donner une nouvelle vie à l'email et le rendre plus efficace qu'aujourd'hui. Voilà. Et peut-être l'une des démos les plus intelligentes et les plus intéressantes en matière d'avancée, en matière d'intelligence artificielle, ça peut être les nouvelles fonctionnalités de Google Photos, de suggestion de partage automatique. C'était assez étonnant, ça également, Ulrich. Ouais, alors ça, moi, les gens à qui on fait la démo sont toujours bluffés par ce genre de fonctionnalité sur Google Photos. Je sais plus, il y a alors je ne me rappelle plus du chiffre, mais ils ont parlé d'un nombre extraordinaire de photos qui étaient uploadées tous les jours sur Google Photos. Ils en ont profité. Il faut dire que Google Photos, ça fait 2 ans, je crois. C'est très récent en réalité. Et c'est marrant que l'usage a explosé et c'est intéressant de voir comment Google, sans faire de mise à jour des clients Google Photos, juste à travers leur infrastructure réseau, arrive à rajouter des fonctionnalités du jour en jour, bluffantes dans la recherche de photos, dans la catégorisation. Ils ont même, pour appeler de l'application qui permet de scanner ces anciennes photos papier et les retrouver dans Google Photos. Bon bref, c'est devenu l'acteur incontournable de la photo. C'est un moteur aussi. C'est un moteur. Ouais. C'est un moteur, c'est-à-dire que là-dessus. C'est ce qui manque à photo aujourd'hui sur iOS. Hein, oui, mais il ne faut pas se leurrer. L'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage. Ce qu'ils ont fait dans Google Photos, c'est un truc extraordinaire. C'est-à-dire que d'abord, ils aspirent tout. Donc, ils aspirent énormément de photos. Donc, ce qu'ils mettaient en avant, effectivement, c'est cette capacité. Tous les jours, ils uploadent énormément de photos. Donc, c'est un upload automatique, il faut le rappeler. Et c'est cet upload de photos, c'est-à-dire cette énorme masse de photos qui leur permet d'améliorer justement la performance de l'ensemble des algorithmes derrière. Voilà, donc c'est pas gratuit, cet upload qui s'effectue en volume, c'est pour améliorer l'apprentissage. Didier, qu'en penses-tu de ces avancées, de ces recherches en matière d'intelligence artificielle? C'est plus que des recherches, c'est du concret. Est-ce que tu penses qu'Apple est armé? Quand on parle de photos, il y a beaucoup à faire du côté d'Apple et l'application photo, justement. Oui, puis on verra. Moi, j'attends beaucoup de la WWDC justement pour voir s'ils arrivent à suivre Google ou pas.
parce que jusqu'à présent, je dirais qu'ils ont les ressources, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils ont recruté beaucoup de monde, hein, là, ils rachètent des boîtes dans la fouille de données, dans le machine learning, vraiment pour faire du travail de fond. Mais après, comme le disait Thierry, c'est vrai que le vrai problème d'Apple, c'est qu'ils n'ont pas les données. C'est-à-dire que Google, ils ont quand même le moteur de recherche, les photos, tous les contacts, tous les emails qu'ils lisent. Ils ont ils ont les données, mais ils les jurent la main sur le cœur qu'Apple ne les exploite pas. C'est ça. Non, je parle de Google. Google ont vraiment toute cette masse de données qu'Apple n'a pas. Hein. Apple, quand on voit tes photos, le volume. Ils les analysent pas exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout se joue là-dessus. Et donc, est-ce qu'ils vont pouvoir, par exemple, te faire justement cette espèce de reconnaissance de photos là dans la rue, tu es devant un resto, il te reconnaît immédiatement le resto. Il y a des choses que tu arrives à faire avec la reconnaissance d'écriture, avec 2-3 trucs. Mais c'est vrai que pour recouper toutes ces données, si tu les as pas à la base, c'est très compliqué. Et la stratégie de Google, qui est de dire bon, on fait tout gratuit, mais on vous vole toutes vos données, elle est assez payante en fait pour faire de l'apprentissage. Justement. Oui, et puis tu as raison. On attend de voir quelle sera la réponse. On attend beaucoup aussi des avancées du côté d'Apple autour des assistants vocaux. C'était aussi une arme qu'utilise beaucoup Google pour son assistant vocal à domicile, à savoir Google Home. On en parlera dans un prochain chapitre. Et puis bien sûr, son assistant intégré à Android. C'est plus Google Now, ça s'appelle Google Assistant. On en parle. Au revoir Google Now. Bonjour Google Assistant. Et surprise Didier, l'assistant virtuel de Google débarque sur iOS. Oui, alors pour l'instant, il est disponible donc en anglais aux États-Unis et puis il arrive a priori donc en français cet été. Ils n'ont pas donné de date précise, mais ça devrait arriver assez vite. Donc il y a des gens qui ont commencé à tester ça. Et c'est vrai que moi, je trouve ça très intelligent en fait de la part de Google. C'est regarder un peu ce qu'on est capable de faire, même si Apple ne donne pas les moyens de l'intégrer vraiment proprement au fin fond du système. Tu peux l'appeler en appuyant sur un bouton, en faisant « Dis Siri » sur ta montre. Donc ça, on n'aura jamais ça avec Google Assistant. Mais par exemple, tu te retrouves, moi je me retrouve des fois à l'étranger, je veux traduire des choses en temps réel. Google est vraiment devant Apple. Ouais. Et d'avoir cet outil-là à dispo sur iOS, c'est un bon moyen de montrer aux gens, regardez, aujourd'hui on a vraiment la techno et elle est vraiment en avance sur Apple. Ouais. Et une des principales avancées de cette nouvelle version de Google Assistant, Ulrich, c'est l'application, la principale fonction nouvelle, c'est Lens, c'est bien ça? Ouais, c'est Lens. Lens, c'est marrant parce que du coup, on peut se souvenir de ce qu'on a dit il y a encore 5 minutes sur Google Photos. C'est intéressant, c'est un peu comme Bixby sur le Galaxy S8. Qui n'est pas encore disponible. Qui n'est pas encore disponible en français. Et ou encore, si vous vous rappelez du Fire Phone, alors pareil, on en a parlé dans la première partie de l'émission. Ouais, ils avaient un téléphone où ils avaient un bouton dédié à une fonction de reconnaissance d'image qui permettait de trouver un objet qu'on veut acheter et de l'acheter sur Amazon. Donc, c'était le Fire Phone qui avait ça, et ils avaient vraiment bien marketé autour du... Une sorte de Shazam des objets, en résumé, Ulrich, hein, c'est ça? Ouais, voilà, Shazam de reconnaissance d'image, Shazam des objets. Et du coup, tout simplement, Google a assemblé briques, et là, ils viennent de connecter des technologies qui sont utilisées sur Google Photos à Google Assistant. Donc, c'est marrant parce que Google Assistant, mais encore Amazon Alexa, au début, c'était une voix. Amazon Alexa, ils viennent d'annoncer Amazon un produit avec un écran pour pouvoir consulter les données sur un écran. Et là, Google, ils viennent de rajouter des fonctions de captation d'images, reconnaissance d'objets. Donc, on sent que les intelligences artificielles sont en train de ont des nouvelles capacités, en fait. Donc, en résumé les fonctions de Lens, c'est possibilité de reconnaissance d'image, Thierry, réalité augmentée, analyse de l'environnement. Il utilise, Ulrich l'a dit, la caméra du smartphone pour visualiser, donc essayer d'interpréter et reconnaître l'environnement. Et l'exemple le plus frappant qui a été fait lors de la conférence, c'était simplement viser une étiquette du Wi-Fi d'une box pour paramétrer un routeur. Voilà. Et automatiquement, bam, comme ils l'ont dit. Encore la traduction automatique, comme on l'évoquait tout à l'heure. Là, c'est véritablement la force de frappe principale de Google ou d'Amazon. Et on est très curieux de voir comment Apple va pouvoir répliquer par rapport à ça. Ça va être compliqué parce que là, on voit que Google a beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'interconnecter toutes leurs briques. C'est ça qui est assez phénoménal. Oui. Parce que là, je serais bien incapable, si je devais résumer, de qui n'utilise pas aujourd'hui l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ils ne sont plus à l'ère du mobile chez Google. Ils sont à l'ère de l'intelligence artificielle first. C'est vraiment le truc qui les porte. Ouais. Donc c'est impressionnant, ils en mettent partout. Et une des briques principales qui va permettre à Google de se développer encore plus dans la collecte de données dans le futur, c'est les assistants vocaux
à domicile Google Home. On en parlera, mais d'abord, place à vos questions sur Twitter. Les questions Twitter. Une question ce soir, parce qu'on est déjà très en retard. Une question de François Lopez sur Twitter. Quand pensez-vous que la version française de Siri rattrapera son retard sur la version américaine? Peut-être une réponse de Didier. Moi, je pense jamais, parce que tout simplement, il est développé aux États-Unis et que voilà, les nouvelles features arrivent là-bas, qu'ils ont plus d'équipes monopolisées sur l'anglais, même s'il y a pas mal de francophones. C'est Google aussi, Didier, a priori. Bien sûr, mais après c'est effectivement l'énergie que tu mets aussi à développer ça, mais on s'aperçoit qu'on est toujours quand même la troisième roue du carrosse, mais c'est normal, enfin, je veux dire, l'anglais, le cinquième, on peut le dire. c'est prépondérant aujourd'hui, et même tout ce qui est local, hein, on a vu pendant les élections, il n'était pas tout à fait à jour et tout, enfin, il faudrait des équipes, ça se développe petit à petit, hein, comme l'App Store qui était très US only au début, maintenant il commence à avoir des équipes bien formées, je pense que petit à petit, ils vont avoir ça aussi, mais ça prend énormément de temps, et il y aura toujours la priorité aux US, enfin, faut pas se leurrer. Ton avis, Thierry, sur ce point ? Ça peut arriver. Après, déjà, est-ce que tu trouves que le niveau de Siri en français te satisfait? Il y a eu des progrès quand même qui ont été faits. Oui, il y a des progrès, mais c'est pas flagrant. Quand on regarde un petit peu le côté OK Google qu'on peut avoir, hein, là, il n'y a pas photo, hein, c'est le cas de dire. Hein. Ouais, encore une fois, là, on peut dire que Google a une petite longueur d'avance. Il n'y a pas assez de Français qui parlent à Siri. Ouais, on va essayer. Pourtant, on essaye dans cette émission. J'utilise Siri, mais il ne me répond pas toujours comme il faut. Voilà, c'était pour les questions Twitter. On passe tout de suite au busomètre. Le busomètre, les rumeurs cette semaine qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple, et c'est Didier qui s'y colle cette semaine. Oui, Olivier, on commence avec l'iPad donc de 10 pouces et demi. Alors, tu vois, on était un peu sceptiques ces dernières semaines. Ça monte la rumeur, hein. Ça monte, il commence à y avoir des coques qui apparaissent, des petits détails, le micro à l'arrière, tout ça. Donc j'ai l'impression que ça va être une espèce d'iPad Pro. Ils vont refaire l'iPad Pro de 9 pouces et demi, là, ils vont le mettre à 10 pouces et demi. Il va avoir un petit peu moins de bords, un écran un petit peu plus grand. Donc ça a l'air de se préciser. Est-ce que ce sera à la WWDC? C'est pas si sûr que ça. C'est pour ça qu'on a mis que 3 étoiles. Hein. On aimerait bien. Mais ça a l'air d'arriver quand même assez rapidement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entend pas parler du gros iPad Pro qui lui a pas été renouvelé depuis 2015. Presque un an et demi. Peut-être qu'ils vont le faire même plus qu'un an et demi. Ouais, ça commence à faire long. Il faut dire qu'il faudrait peut-être aider Apple à le vendre un petit peu. Mais enfin bon, bref. Deuxième rumeur, Didier. Alors, des écrans OLED Samsung pour l'iPhone 8. Bon, ça, de toute façon, c'était une rumeur qui était acquise. Là, il y a une petite rumeur. Enfin, Samsung, en fait, a signé un contrat avec un client mystère pour 180 millions d'écrans OLED. Donc, qui peut acheter 180 millions d'écrans OLED en une année? Je réfléchis. Apple vend à peu près 50 à 60 millions de smartphones par trimestre, sachant que tous les smartphones ne seront pas OLED. Ouais, ça pourrait être Apple. Des martiens. Ça pourrait être Apple. De toute façon, on le disait, s'ils mettent du OLED, de toute façon, ils sont obligés de passer par Samsung. Donc, c'est vraiment le secret de Polichinelle aujourd'hui. Ouais, Didier, juste un petit mot peut-être à Ulrich. Comme il n'était pas avec nous, c'était prévu, mais il était aux États-Unis à ce moment-là, lorsqu'on a testé le Galaxy S8. Aujourd'hui, c'est un acteur incontournable sur le marché des écrans. Si Apple veut se mettre au niveau de Samsung et du Galaxy S8 en matière d'écran avec son prochain iPhone, il faut passer par Samsung. C'est un passage obligé. Il faut passer par Samsung. Pour le moment, oui. C'est le seul acteur qui produit de l'OLED sur mobile. De cette taille-là et en quantité. Et en quantité. Une avance sur le marché, c'est que par exemple, LG produit de l'OLED pour les télés, tandis que Samsung a en fait du QLED qui est beaucoup moins bien. Et l'autre côté, dans le mobile, Samsung produit l'OLED et LG utilise de l'IPS, LCD. Et c'est marrant parce que chez LG, par exemple, il y a une rumeur d'utiliser de l'OLED sur le prochain LG. Donc aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue juste technique, de qualité d'écran, ça paraît fou de dépenser plus de 500 € pour avoir une techno qui n'est pas la meilleure du marché. Et aujourd'hui, l'OLED est largement la meilleure techno d'affichage. Oui, clairement, et en plus des avantages en termes d'économie d'énergie. Troisième rumeur, Didier. Alors, un bracelet capteur de glycémie pour l'Apple Watch. Elle est montée un petit peu encore celle-là. Bracelet, oui. Parce qu'en fait, la rumeur, c'est que Tim Cook utilise le dispositif déjà, qu'il a sur lui, donc il surveille sa glycémie pour être bien en forme. En fait, c'est vraiment le data de Tim Cook. La santé, c'est vraiment le truc. Il a fait un gros pari là-dessus. Et effectivement, la glycémie, il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés. Donc, voilà, l'Apple Watch pourrait devenir un peu le device indispensable pour tous les gens qui surveillent ça. Et alors après, est-ce que ce sera dans le bracelet? Est-ce que ce sera un capteur directement sur la montre? Est-ce que ce sera dans la prochaine version? Moi, je pense que ce sera
sûrement pour la prochaine version de l'Apple Watch. Il y en a qui parlent quand même de quelque chose en Bluetooth, donc à voir comment effectivement ils prennent la mesure en fait. Ouais, et tout dépend, effectivement, on l'a déjà dit la semaine dernière, même si la rumeur continue à grossir un petit peu. L'enjeu, c'est que ça soit certifié par les différents organismes médicaux, d'État, ministériels, dans différents pays. Ça prend énormément de temps. 4e rumeur. Alors, de nouveaux Mac à la WWDC, mais ce sera incroyable. C'est pas Alors, possible. est-ce qu'on aura des Mac fixes? Non, on aura tous les Mac portables qui seront mis à jour Tu du penses site Bloomberg. Ouais. Bloomberg est assez bien informé, et ce qui était assez étonnant, donc ils annonçaient un petit refresh des MacBooks, des MacBook Pro qui passeraient à Kaby Lake, puis je pense qu'il n'y aura pas de grosses modifications, mais étonnamment, ils parlent d'un MacBook Air. Alors, est-ce que Apple va manger son chapeau et relancer un peu le MacBook Air, qui est le seul ordinateur qui a un bon rapport qualité-prix dans la zone 1000-1200 euros? Ce serait vraiment un vrai aveu d'échec. Ils étaient censés le remplacer par le MacBook ou par l'entrée de gamme baisser du le prix Pro du 13 MacBook, pouces. Didier, c'est pas compliqué. Mais pas seulement, il y a quand même de la connectique qui manque. Tu rajoutes un port USB-C, puis voilà, on n'en parle plus, c'est pas très compliqué. Un deuxième port sur le MacBook, tu descends le prix de 200 € et tout le monde est content. Voilà, Tim, si tu as besoin, tu connais mon numéro. Il faut que tu ailles travailler chez Apple, Olivier, maintenant. Non, c'est vrai que j'ai un peu plus de temps pour travailler, mais pas forcément pour Apple. Dernière rumeur, Didier. Alors, dernière rumeur qui n'a que 2 étoiles, c'est un assistant vocal Siri pour la maison. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rumeurs autour de ce sujet parce que énormément. Il y a beaucoup de concurrence, il y a Google et Amazon, donc on attend quand rumeurs. même Apple là-dessus, surtout qu'il a l'air d'y avoir un marché. Mais ils brouillent les pistes, donc ils nous disent que finalement l'iPad ou l'Apple Watch ça suffit bien pour faire ça, ils ont peut-être raison, que l'Apple TV, il y a une nouvelle version qui a l'air bientôt de sortir, mais est-ce qu'elle va intégrer ces fonctionnalités? C'est quand même dur à dire. En général, quand ils brouillent les pistes, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, donc je pense qu'ils ont quand même une réponse, mais c'est peut-être pas forcément un nouvel appareil en fait. Big Transition de Google Home, c'est le sujet du prochain chapitre. Google Home monte en puissance. Et à quand un assistant pour la maison du côté d'Apple? Une chose est sûre, c'est que Google Home, Ulrich, va arriver en France cet été. C'est bien ça? Cet été ou fin d'année, en tout cas, tout nous fait dire que ça arrive cette année. Et qui devrait donc parler français. Alors, quelles étaient les nouvelles fonctionnalités essentielles qui étaient présentées lors de la Google I.O. La semaine dernière autour de Google Home? Il n'y a pas de killer feature. D'après ce que j'ai vu, j'ai surtout vu les API de Google Assistant qui s'ouvraient de plus en plus aux développeurs tiers. Donc, on a de plus en plus d'applications tiers qui fonctionnent avec Google Home. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, ce matin, j'ai testé par exemple un client pour OS X qui prend l'apparence complète de Siri sur le MacBook. Et c'était assez fou de pouvoir poser des questions à Google Assistant en anglais et d'avoir les réponses dans la barre de menu de Mac. Et donc, ça fait partie des API de Google Assistant qu'on va retrouver partout. Ils ont annoncé ça sur Android TV et ils ont annoncé ça. En gros, on va le trouver partout, même dans Chrome. Je pense que ça sera présent dans Chrome. Sans oublier les objets connectés qui pourront interagir avec Google Home également via ces API. On a vu aussi des fonctions en matière de téléphonie main libre. On pourra téléphoner avec Google Home sans smartphone et a priori gratuitement, ce qui est quand même aussi une fonction assez sympa. Effectivement, ouais. C'est sympa. Les membres de la famille qui n'ont pas de smartphone, ce qui devient de plus en plus rare. On a idée du prix de Google Home en France ou pas? On n'a pas d'idée de prix, mais je pense qu'il faudra attendre un objet entre 100 et 150 euros. Encore une fois, c'est valoriser les services. Google, ils veulent pousser les usages, donc ils ne vont pas forcément pousser très cher le prix. Qu'est-ce que tu penses, toi, Thierry, de cette rumeur? Est-ce que tu penses qu'Apple a besoin de répondre à l'arrivée de ces assistants à domicile? On a vu le succès important d'Alexa et d'Amazon Echo. On a vu Google qui a enchaîné l'année dernière. Penses-tu qu'Apple aurait intérêt à suivre ces deux acteurs sur ce terrain-là? S'ils améliorent Siri, oui. S'ils ne l'améliorent pas de manière radicale, pas franchement. Ouais. D'un autre côté, on peut dire que Siri est présent sur tous les appareils. Il est présent sur la télé pour Apple. Et ça marche assez bien. Sur l'Apple Watch? Oui, je commande des produits gâteaux, tu sais, Eve. HomeKit à la maison, oui, mais c'est pas au niveau d'Alexa aujourd'hui. J'entends bien. Voilà, ça marche. L'appareil le plus performant, c'est Alexa, a priori, pour ceux qui l'ont testé. Pour toi, il y aurait un intérêt, il y a un marché pour ça? Je sais pas. Je sais pas si je vais autoriser un appareil à écouter tout ce qu'on se raconte à mon domicile uniquement pour avoir des réponses fournies pour une commodité.
c'est assez étonnant. Hein. Et on voit même des fonctions, même sur le Google Home, là, qui ont été annoncées, qui sont assez intéressantes, ils appellent ça des réponses proactives, c'est-à-dire de ce qu'on connaît déjà avec les alertes, dépêchez-vous de partir. Des réponses intelligentes. Voilà, parce que il y a un bouchon sur la route. Ou alors, quel âge a le président de la République? Et derrière, on dit de quelle ville est-il originaire? On ne précise pas le président de la République et Google Home comprend le contexte. Voilà. Donc, possible, pas possible. Tout dépend de Siri. Tout dépend de Siri. D'ailleurs, peut-être pour ça. Ouais, désolé d'intervenir comme ça. Mais pour s'en rendre compte, moi j'encourage les gens à télécharger Google Allo, qui est la messagerie instantanée, une nouvelle génération de Google, et qui intègre Google Assistant français. Aujourd'hui, c'est la seule application qui a Google Assistant français. Discutez avec un ami sur cette application, et en fait, Google Assistant va s'intégrer dans la discussion pour vous aider à... Il va voir, par exemple, que vous êtes en train de chercher un lieu, discuter d'un lieu, il va peut-être vous donner des infos sur ce lieu. Moi, j'étais plutôt surpris et j'ai beaucoup discuté avec lui, du coup, c'est marrant. Et ça fonctionne sur iOS? Ça fonctionne sur iOS et Android, et c'est disponible je crois en France, sur l'App Store français, si je ne me trompe pas. Et pour conclure sur ce sujet des assistants domestiques du côté de chez Apple, tu as parlé de pistes brouillées, notamment par Phil Schiller, Didier, mais c'est vrai qu'après tout, on retrouve on retrouve Siri sur tous les objets de la pomme, à savoir l'Apple TV, ce qui n'est pas l'objet le plus populaire, mais accessoirement l'Apple Watch ou l'iPhone ou l'iPad, et qu'il n'y a pas forcément besoin dans l'architecture d'Apple aujourd'hui telle qu'elle est conçue, d'avoir un instrument supplémentaire, mais on aura la réponse. Il y a quand même une petite différence, c'est que tes appareils, ils sont à toi, c'est-à-dire ils sont sur toi, ils sont avec tes données. Et effectivement, dans la maison, tu prends l'exemple d'HomeKit, qui contrôle quand même pas mal de choses. Tu peux le contrôler avec tes objets si tu les as paramétrés, mais il n'y a rien dans la maison où tu pourrais comme ça... je sais pas, tes enfants qui n'ont pas forcément paramétré le truc pour allumer les lumières. Moi, je pense que ça pourrait avoir du sens là-dessus, en fait, pour avoir un espèce d'objet un peu plus familial, un peu moins centré sur ta personne, en fait. On aura un début de réponse, j'espère, dans 15 jours. Soyez au rendez-vous. On sera en direct sur On refait le Mac pour couvrir la keynote, l'Apple Event d'ouverture de la WWDC. Après les assistants vocaux à domicile et très tendance, autre tendance du marché, les casques de réalité virtuelle. Ulrich, Google mise sur les casques de réalité virtuelle, mais attention, les casques autonomes, c'est important de le préciser. Par rapport aux annonces qui avaient été faites l'année dernière sur les casques et la plateforme Daydream. Tu peux revenir sur Daydream? Qu'est-ce que c'était en gros? Quelle est la différence avec cette année? Très simplement, Google a commencé son expérience réalité virtuelle avec Google Cardboard, qui était accessible sur tous les téléphones Android, et qui malheureusement, comme on sait, Android va de l'entrée de gamme au haut de gamme, et donc fournissait une expérience pas excellente sur tous les appareils. Un casque passif, on glissait son téléphone à l'intérieur. Voilà, on glissait. Beaucoup de gens l'ont fait. Je pense que ça a été la première expérience VR de la plupart des gens, en fait. Et Google, l'année dernière, a annoncé Daydream. Daydream, en fait, c'est deux choses. D'un côté, c'est la certification d'appareils Android haut de gamme, un écran OLED, des bonnes performances, une dernière version d'Android. Ça certifie un appareil compatible Daydream. De l'autre côté, ça certifie des casques. Des casques qui vont être avec les bonnes, en gros une bonne conception, un certain nombre un cahier des charges que Google va imposer aux fabricants de casques. Et à côté de ça, du coup, Daydream, c'est aussi une interface sur la dernière version Nougat, et bien sûr sur Android O également, d'Android, une interface dédiée à la réalité virtuelle avec tout un écosystème d'applications et de jeux compatibles Daydream. Et bien entendu, on s'attendait, après les Google Glass et après Daydream, que Google annonce un appareil autonome, c'est-à-dire qu'il fournirait encore une meilleure expérience qu'un smartphone, c'est-à-dire peut-être avec 2 écrans, comme sur les HTC Vive ou également Oculus Rift, une expérience adaptée à la réalité virtuelle, et c'est ce qui a été annoncé à la Google I.O. Pour bien comprendre, les casques de réalité virtuelle autonome, c'est des casques de la plateforme Daydream ou c'est 2 choses différentes? Je pense que ça va être basé sur l'écosystème Daydream. Aujourd'hui, il y a peu d'indications, mais en gros, c'est comme si vous achetiez un casque Daydream et que le téléphone est intégré directement dans le casque. Thierry, on l'avait vu ensemble l'année dernière lorsqu'on avait fait l'émission, souviens-toi, sur la réalité virtuelle. Déjà à l'époque, on avait beaucoup parlé de Google à ce moment-là, et que les casques de réalité virtuelle passifs avaient un gros handicap, c'était le mal de mer qu'ils provoquaient parce qu'on avait un seul écran pour les 2 yeux. Et c'est vrai que d'avoir un casque actif,
Et au-delà, un casque autonome a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Tout à fait, oui. Mais là, c'est un coup d'essai. Là, il y a 2 acteurs qui sont positionnés, a priori, avec Google, que sont HTC et Lenovo. Donc, il y a visiblement 2 produits qui devraient pointer... le bout de leur casque. De leur casque. Et on va voir. Mais c'est quand même un marché particulier. On ne peut pas dire que ça prenne aujourd'hui. Mais là, ce qui est intéressant, si ce sont des casques autonomes actifs, c'est qu'on n'aurait pas besoin de smartphone pour les faire fonctionner, ni de PC ultra puissant. Et ça garantirait l'expérience utilisateur. Parce qu'à priori, 100% autonome. La conformité dont il est question ici, c'est vraiment ça, c'est d'assurer une bonne expérience utilisateur. Voilà. Ouais. Alors je me tourne vers Didier. Quid d'Apple sur ce marché? Il y a beaucoup eu de rumeurs également cet hiver autour de casques made in Apple, made in Cupertino, pas forcément des casques de réalité virtuelle d'ailleurs. Non, en fait, les rumeurs, elles sont sur le fond, parce qu'ils embauchent beaucoup de gens sur la réalité virtuelle. Tim Cook en parle beaucoup, mais à l'heure actuelle, sur le Mac, tu n'as rien, tu n'as même pas d'ordinateur qui font tourner ça. Il faut des sur l'iPhone pour ça, mon cher. Déjà, donc, non, mais déjà pour développer ça, même chez Apple, ça paraît compliqué. Ouais. Et puis, même sur l'iPhone, donc sur l'App Store, il y a quand même parce que voilà, il y a des petits cardboards et tout qui fonctionnent avec l'iPhone, mais c'est vrai qu'il n'y a même pas une section dédiée, il n'y a pas un truc qui est particulièrement mis en valeur. Donc aujourd'hui, on a l'impression que ça les intéresse quand même pas beaucoup. Et il y a quand même des petites rumeurs qui sont insistantes autour de la réalité virtuelle, qui sont plus dans sur des lunettes, sur des dispositifs légers, voilà, réalité augmentée. Des produits en fait qu'on pourrait un peu plus exploiter. Et puis il ne faut pas oublier quand même qu'il y a tout le segment des voitures autonomes sur lequel Apple travaille beaucoup et sur lequel il peut y avoir aussi du potentiel là-dessus. En matière de réalité augmentée, je te confirme. Voilà, est-ce que c'est un travail de fond ou est-ce qu'il vraiment il va y avoir des produits comme ça qui vont sortir? Moi, comme ça, évidemment. Le casque Apple, j'y crois quand même pas du tout pour l'instant. Je pense qu'ils n'ont pas du tout réfléchi là-dessus. Bon, un petit mot bref parce qu'on l'a pas abordé. En aimant l'émission, sur Android Things, la version allégée d'Android, Ulrich, voilà, j'y suis arrivé. Ouais. Kezako, quel est un petit peu l'objectif de Google avec cette version allégée d'Android? C'est pas pour les objets connectés, hein? Ça peut être pour les objets connectés. Alors, c'est pas une version ultra légère d'un OS, parce qu'il y a des versions encore plus légères d'OS, vraiment adaptées à l'IoT. Néanmoins, cet Android Things, il est dédié à l'Internet des objets et en fait, c'est simplement une version d'Android capable de tourner sur un cahier des charges qui est encore plus réduit que celui des plus bas de gamme d'Android ou encore d'Android Wear. Et aujourd'hui, on est encore dans une phase de découverte et de développement du kit de développement des API autour de Android 6 parce qu'on est à l'appropriation par les développeurs et je pense que c'est impossible aujourd'hui de tous les objets connectés qui sont sur le marché de basculer d'un OS à l'autre. Je pense que ça sera trop coûteux pour eux, c'est impossible. D'accord. Par contre, sur les prochains objets connectés, on pourrait imaginer des objets connectés basés sur Android 6. Ouais, moi, j'avais plus pensé à parler à cette version d'Android allégée qui était présentée, mais pour les smartphones un peu plus anciens, voire avec un peu de mémoire. Non. Android Go, non, ça c'est Android Go, voilà, je confonds. Ah oui, pour Android Go, effectivement, je me suis trompé alors dans le. Alors c'est toi qui as changé mon déroulé, c'est pour ça qu'on. C'est moi qui ai changé le déroulé, c'est pour ça. C'est ça à partager. J'ai pas vu que tu parlais d'Android Go. Oui, effectivement, oui. Android Go, c'est une version adaptée aux smartphones entrée de gamme. Donc il y a deux choses, pour résumer. Il y a Android Things, donc, qui est vraiment une version allégée d'Android pour les objets connectés, en gros. Voilà. Et de l'autre, Android Go, qui est une version allégée d'Android, mais pour des téléphones moins puissants, tout simplement. Effectivement, Google segmente son marché. Et derrière, a bien compris qu'avoir un seul code d'Android, c'était très complexe vu la demande très différente en fonction des écosystèmes et des produits. Voilà, on trouve... il va y avoir des briques qui vont être similaires, des composants similaires, mais effectivement, c'est une version pour des téléphones entrée de gamme. C'est pour toucher le fameux 3e milliard d'individus. Voilà, c'est ce que tu disais en amont de l'émission de la semaine. Tout à fait, parce que la réalité aujourd'hui, c'est de voir que les marchés explosent en Amérique latine, explosent en Inde, mais sur des matériels effectivement très bas de gamme, à petit prix. Donc avec des débits qui sont effectivement pas là. Et on voit aussi un Google qui est en train d'adapter aussi sa plateforme vidéo avec le même principe. C'est-à-dire qu'on peut prévisualiser si le contenu vidéo va être intéressant, on peut prévisualiser la quantité de données et même de proposer une extension naturelle au système pour surveiller en permanence, parce que nous, on commence à avoir des débits illimités en data, mais c'est absolument pas le cas dans d'autres pays. Ouais. Donc, il y a pour toucher ce milliard supplémentaire, effectivement, une adaptation du système qui va permettre de faire émerger
d'autres produits, des produits qui seront sûrement à des prix qu'on ne connaît pas chez nous, hein, peut-être en dessous de $50. Oui. Voilà. Qui sont plutôt des téléphones classiques et plutôt que des smartphones aujourd'hui sur le marché. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'acquérir coûte que coûte de la part de marché pour Apple, pour Google, c'est freudien, avec Android, mais plutôt acquérir à marche forcée de la data. Et effectivement, si on arrive à 3 milliards, ils seront les maîtres du monde, c'est clair, sur ce créneau-là, plutôt que de se dire on veut être le numéro 1 du marché. C'est pas ça du tout l'objectif, c'est vraiment de collecter un maximum d'informations des utilisateurs. Après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils en font, c'est un autre débat. Dernier chapitre pour terminer sur Google, et puis on reviendra un petit peu en fin d'émission, juste après, sur ce que vous espérez, messieurs, de la prochaine WWDC. Dernière fonction présentée par Google, c'est le VPS. Kezako, on en parle. Le VPS de Google, donc c'est un GPS d'intérieur, hein, c'est un peu ça, Ulrich. Effectivement, le VPS de Google, c'est basé sur le projet Tango, dont on parle depuis 3 ans. L'idée est de rajouter des capteurs à Android pour pouvoir récupérer encore plus de données sur l'environnement qui nous entoure. Et donc Google, on est arrivé aux premières applications commerciales. L'idée, c'est qu'un agent immobilier puisse te faire visiter un appartement avec un casque de réalité virtuelle. Voilà. Là, c'est une des applications de Google Tango qui arrive sur d'autres produits, chez Lenovo et chez Asus, sur le Zenfone AR, par exemple. Je lisais donc en baladant sur Android qu'il permettrait de cette technologie de trouver l'emplacement, par exemple, d'un produit pour avoir une représentation concrète d'un produit dans un magasin. Donc j'arrive dans voilà, encore des services qu'on proposait Google Pour trouver un écrou. Il faut trouver un écrou de bon 12. Endroit, etc. Voilà, dans un magasin de quincaillerie. Ça, voilà, il y a encore un marché important qu'a déniché Google. C'est réalité mixte, réalité augmentée, effectivement, c'est des choses qui parlent. Apple aussi, je crois. En tout cas, la captation de données à l'intérieur maintenant. Ouais, tout azimut, on est loin des préoccupations d'Apple, mais d'Apple, on va en parler dans un instant. On va essayer de comprendre et de savoir qu'est-ce que vous attendez de la WWDC. Qu'attendre de l'édition 2017 de la WWDC, la conférence des développeurs? Je vous rappelle qu'on sera en direct. N'hésitez pas à pas vous abonner, mais vous pouvez, mais surtout à nous envoyer un petit email si vous souhaitez vivre avec nous sur écran géant A42. Ce direct et cet Apple Event dans le grand amphithéâtre. Vous envoyez un email à contact@onrefaitlemacom, contact@onrefaitlemacom. Attention, les places sont limitées et bien sûr c'est sur Paris, dans le 17e arrondissement de Paris, l'école 42. Alors, qu'attendre de la WWDC? C'est une conférence des développeurs, donc honneur aux développeurs. Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières semaines, Didier, autour de la politique tarifaire d'Apple, la politique de vente d'applications sur l'App Store. Beaucoup de développeurs souhaitent des mises à jour payantes sur l'App Store. C'est vrai que le modèle est de plus en plus gratuit et les petits développeurs ont un peu de mal. Oui, et en fait, sur les mises à jour payantes, ils ont à moitié répondu, parce qu'ils ont dit que c'était pas au programme. Je crois que c'est Schiller qui a dit ça. Oui, il a un peu refroidi tout le monde. Ouais, en fait, il y a un vrai problème quand même, il y a une vraie crise sur l'App Store, et on s'en rend pas toujours compte, nous, à notre niveau, mais même si Apple redistribue des milliards, etc., c'est quand même les gros qui en profitent. Et c'est vrai que les petits développeurs, ils ont beaucoup de manque de visibilité, ils sont pas très mis en avant, les tarifs là sont quand même revus à la baisse, ils touchent quand même pas grand-chose. Là en France, tu t'enlèves les 30% plus les 20% de TVA, il te reste pas grand-chose sur des applis à quelques euros. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de petites boîtes, hein, y compris en France, fermées, des boîtes comme Chocolapes là, qui étaient leaders sur leur segment et qui ont coulé en quelques années. Et on se dit comment ça c'est possible sur un créneau aussi porteur que ça. Le problème aussi c'est la gratuité, c'est-à-dire ils ont encouragé l'in-app à l'infini. Et c'est vrai que ça a favorisé ceux qui avaient des gros moyens marketing pour promouvoir leurs apps à la télé et compagnie, la Clash of Clans, ça marche du feu de Dieu. Mais c'est vrai que les petits développeurs, ils ont un peu la boule au ventre en ce moment. Autre attente plus grand public, des utilisateurs autour d'iOS 11. Qu'attendent d'iOS 11 ça fait des années qu'on souhaite du multicompte, par exemple, sur l'iPad. Est-ce que vous y croyez? C'est une réalité du côté d'Android, le multicompte, Ulrich? Multicompte utilisateur? Multi-compte utilisateur, c'est la réalité sur Android, sur smartphone et tablette depuis déjà quelques mois, voire quelques années sur tablette. Il y avait déjà ça sur Ice Cream Sandwich, pour les gens qui s'en rappellent. Honeycomb, je crois même, une vieille version d'Android. Et oui, je pense que c'est pas très intéressant sur smartphone. Ça allait plus sur la télé ou sur la tablette. Sur la tablette, bien sûr.
Ce qui est un objet qu'on se partage à la maison, généralement. Moi, j'appelle ça des objets de foyer. Enfin, voilà, et autre objet qui toujours pour rester sur la tablette, et on attend beaucoup d'Apple, toi je me souviens, tu es étonné que tu sortes ton nouveau MacBook Pro, alors que d'habitude tu sors ton iPad Pro. C'est pour la frame. Et l'Apple Pencil, il y a aussi un effort à faire pour convaincre les pros en matière de multitâche. Il y a eu un bel effort qui a été fait avec iOS 9 et iOS 10 en matière de multitâche sur l'iPad Pro, le multifenêtrage notamment. Il faut encore aller un peu plus loin là. Ah bah c'est pas fini, hein. C'est un bon début, mais le partage de son écran, c'est pas quelque chose de naturel au quotidien, même si c'est effectivement quelque chose d'appréciable, par exemple avec le picture-in-picture pour la vidéo, des choses comme ça, qu'on retrouve aussi forcément sur le Mac. Mais de toute façon, sur la partie pro, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour un peu faire merger un peu plus les usages. Alors est-ce que ça va être, on ne sait pas, est-ce que là-dessus on va utiliser un stylet sur ce très grand trackpad Pas sur l'écran, soyons fous. Non, l'écran, on ne met pas les doigts sur l'écran. On ne met pas les doigts sur l'écran. Il ne faut pas, c'est sale. Il ne faut pas. Très bien. Du côté de macOS, c'est plus compliqué d'imaginer ce qui pourrait arriver. On a une telle maturité, enfin il y a... compliqué d'imaginer ce qui pourrait arriver comme expérience nouvelle et forte du côté de macOS, Didier. Oui, de toute façon, l'année dernière, on était déjà déçus des nouveautés. Il y avait pas mal de cloud. On disait, t'as pas un gros SSD, alors va stocker tes données dans le cloud, va prendre un gros abonnement iCloud. Ouais, un time machine dans le cloud, en gros. C'est possible pour un iPad, pourquoi pas pour un Mac ? À 1 000 euros par mois. Sûrement arriver. À 1 000 euros par effectivement. mois, quand tu y vas. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais on attendrait aujourd'hui quand même des vrais changements de fond. Quand tu vois les interfaces, le dock, les copies de fichiers, il y a plein de choses qui sont assez basiques et qui n'ont pas évolué depuis quand même très longtemps. Et c'est vrai que macOS, c'est un peu comme le Mac, c'est vraiment le parent pauvre chez Apple en ce moment. Et c'est un peu triste. Des fois, on aimerait bien qu'ils ne fassent pas forcément une mise à jour tous les ans avec tous les bugs qu'on a et il faut attendre des fois 3-4 mois pour que tout soit corrigé. Ouais. Est-ce qu'ils ne devraient pas en sortir une tous les 2 ans qui a des vraies améliorations sur lesquelles ils ont vraiment bossé, qui ne soient pas des bêtas pendant 6 mois? Moi, c'est vraiment plutôt ça que j'attends aujourd'hui. Et effectivement, s'il y a des annonces matérielles, je pense qu'il y aura encore moins de place pour macOS. Bon, je crois qu'on a été le plus complet possible. On aura, j'espère, les réponses d'ici une quinzaine de jours. Soyez au rendez-vous sur On refait le Mac, aussi bien sur Dailymotion que sur YouTube et via les sites de nos partenaires médias, à l'instar de Mac Forever. L'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier. Alors moi, cette semaine, Olivier, je vais te parler d'un musée et d'un des plus gros musées informatiques qu'on a en Europe qui rassemble une collection absolument énorme de petites choses qu'il y a. Je ne sais pas si tu vois derrière, c'est un Mac classique. Ouais. Alors eux, ils ont une collection monstrueuse. Ils se trouvent donc en Suisse, sur le campus de l'école polytechnique de Lausanne. Et c'est un musée qui est en fait ouvert. Voilà. Et en fait, le musée est à l'intérieur de l'école, donc il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de billetterie, rien. Mais tu peux y accéder aux horaires de l'école. Et c'est un des plus gros musées d'Europe. Ils ont une collection hallucinante. Ils ont des Altair, ils ont tous les Macs quasiment, enfin tout ce qui est sorti chez Apple, le 20e anniversaire. Ils ont même refait un Apple I. Je ne sais pas si tu vois, de refaire un Apple I avec les vieux composants et tout, fonctionnel, ce qui est absolument dingue. Et donc, nous, on avait fait une petite visite il y a quelques temps. Et là, en fait, en ce moment, ils souffrent beaucoup parce qu'ils ont des locaux de stockage qui sont énormes. Et en fait, ils n'arrivent pas, si tu veux, à les financer, parce qu'il n'y a personne qui veut financer cette espèce de patrimoine géant. Moi, je trouve que c'est quand même très important de conserver ça quelque part. Il y a des choses dans la Silicon Valley, le musée de l'histoire informatique qui est assez populaire. En Europe, on a quand même le CERN, on a quand même des grosses boîtes, on a quand même aussi en France vraiment une histoire de la micro-informatique. Donc voilà, en ce moment, j'en fais un petit peu de pub parce qu'ils cherchent des fonds donc, pour arriver à stocker ça, des mécènes. Des mécènes. C'est vrai qu'on a essayé d'en avoir en France. Voilà, des locaux. Ouais, c'est vrai, à la Défense notamment. Ouais. Et puis il y a l'association mo5.com qui aussi ne démérite pas de cher à Paul Rony. Autre coup de cœur avec Ulrich. Effectivement, moi j'ai un coup de cœur parce que j'ai réussi à faire adopter un produit tech à ma femme. Et c'est assez rare. J'ai plus tendance à la dégoûter de la tech qu'autre chose. Oui, je connais ça. Et donc là, en tant qu'elle est docteur en l'environnement, de la qualité de l'air, j'ai réussi à lui faire adopter la station météo de Netatmo, qui permet d'avoir un module intérieur, un module à l'extérieur, de gérer la température, l'humidité, mais aussi la qualité de l'air. Alors ça ne mesure pas les particules fines, mais ça mesure le taux de CO2. Et hier soir, j'ai entendu, dioxyde de carbone, j'ai entendu avec l'iPad demander à Siri, donc avec HomeKit, le taux de CO2 dans la chambre. Et j'étais, waouh, j'ai réussi à faire quelque chose.
C'est obsessionnel, là. Il faut pas désespérer. Voilà, elle va devenir une petite geekette, je te promets. Faut pas désespérer pour ma femme, il faut pas désespérer pour Siri et HomeKit. C'est vrai que c'est sympa la station de Netatmo. Ton côté, Thierry, ton coup de cœur. Et ben moi, je suis un peu ringard de temps en temps avec mon côté geek. Je l'avais oublié, cet Airbox 4G, alors qui est proposé là en l'occurrence par Orange. Donc c'est un routeur 4G de poche, Wi-Fi. Ouais. Ça, un peu comme une clé autrefois. Alors normalement, ils balancent ça aux abonnés fibre. On peut avoir 2 gigas dedans avec moyennant 10 € pour au cas où ça tombe en panne. Oui, une ligne de secours. Hein, oui, mais sauf que la bonne idée aujourd'hui, c'est comme les débits, les forfaits augmentent. Hein, moi j'ai 50 gigas dans mon cas. Ouais. Chez Orange, et je sais pas toi, mais chez d'autres opérateurs, il n'est pas possible d'avoir une seconde SIM. Là, on met Free, par exemple. Voilà, là on met sa seconde SIM, on met ça dans sa bagnole, il y a une batterie dedans, on embarque ça en vacances, et plus jamais mes ados disent que là où je vais en vacances, c'est Asbis. C'est le bonheur. D'accord, en fait, tu proposes à ta famille ta connexion quasiment... Et donc, ce type d'appareil, c'est en vente un peu partout. Hein. Donc, ça marche aussi chez Bouygues, avec les puces de Bouygues, en tout cas pour avoir une seconde SIM. Et c'est vraiment la paix des ménages. Ouais. Fantastique. Ça vaut une 50aine d'euros. Un petit routeur 4G pour la famille et partagé au moment du départ en vacances, c'est pour bientôt, on a hâte. La connexion Internet sans forcément qu'il vous bouffe toute votre batterie de votre téléphone lorsqu'on la partage avec l'iPhone. C'est ça le principal intérêt. Et puis tu l'as dit, on peut le brancher directement sur le câble cigare, donc on peut carrément l'oublier dans la boîte à gants et en faire profiter toute la planète si on le veut. Et j'ai le Wi-Fi dans ma voiture. C'est la classe. C'est frime. Hein. Merci Thierry. Moi de mon côté, regarde, mon premier coup de cœur, c'est un disque dur de WD Western Digital, il s'appelle le My Passport SSD USB-C. Regardez, il est extrêmement compact. C'est que de la mémoire flash. Hein. USB-C, donc évidemment, il est taillé sur mesure pour les Mac et les MacBook Pro. Il est plutôt élégant. WD a fait énormément de progrès de ce côté-là. Très léger, rapide. Il se décline en 256, 512 ou 1 Tera. Voilà, c'est une belle bête. On a hâte de pouvoir le tester. Autre coup de cœur, c'est le dernier numéro du magazine iCreate, donc vous allez découvrir la belle couverture. Un coup de chapeau à iCreate car c'est mon dernier numéro que j'ai eu le bonheur de réaliser avec l'équipe d'iCreate. Je leur souhaite bon vent et plein de bonnes choses pour l'avenir. Quant à nous, eh bien, on arrive au terme de ce 250... oh là, je perds... Merci la régie, 262e épisode d'En refait le Mac, merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine dans cette émission Didier et prochainement, allez, tu nous feras un petit coucou pour le live quand même. On verra, mais c'est que nous, on est une toute petite équipe, il y a beaucoup de boulot. Oui, enfin, tu connais ça pendant la tu Google décroches ton I.O. iPhone et tu feras un petit FaceTime, tout va bien, tu diras à chaud si tu es content ou pas a posteriori. Ulrich, Numérama, Frandroid, c'est une belle histoire, l'histoire des humanoïdes, de ton groupe média qui s'est monté d'année en année. Ouais, c'est beaucoup de boulot. C'était une petite équipe. Maintenant, on est plus d'une vingtaine, on est 25. Donc, je ne sais pas si c'est une petite équipe, 25. Non, c'est une belle équipe dans les médias aujourd'hui sur le web, je te confirme. Bravo en tout cas. Beaucoup de travail. Moi, je suis content d'entendre les gens prendre du plaisir à lire Numérama et Frandroid et c'est ce que je veux. Donc. Bon, bah écoute, si tu veux relayer dès cette semaine sur Frandroid cette émission au Numérama, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir. Thierry, tu reviens quand tu veux ? Absolument, un grand Le live, ça t'intéresse ? Je te réserve une place ? Ah bah oui. C'est le lundi l'ascension. Hein. Bon, je vais arriver à remonter. Bon, tu arrives à remonter. Bon, alors on va essayer de s'arranger, on va te trouver une petite place pour ça. Soyez au rendez-vous donc le 5 juin pour le live d'On refait le Mac, le live spécial WWDC. On essaiera de découvrir les nouveautés. Je suis, mon petit doigt m'a dit qu'il y en aura du côté matériel. J'espère que je ne me trompe pas. À la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Au revoir.